Ah oui, le choix entre le crash de Lewis Hamilton avec Max Verstappen et la victoire de Ricciardo pour faire la miniature, ça n'a pas été facile. Vraiment pas facile ce Grand Prix là. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Italie 2021. C'est parti. Première réaction, forcément, on va parler de la victoire de Daniel Ricciardo, victoire de McLaren, doublé de McLaren surtout. Et oui, la dernière victoire, ça remontait au Brésil 2012. Oui, Sébastien Vettel était en train d'aller chercher son 3e titre de champion du monde. Dernier doublé, Canada 2010. 2010, Vettel était même pas champion du monde encore et Alonso venait d'arriver chez Ferrari. Bref, c'était donc il y a à peu près 2 éternités que McLaren n'avait pas gagné et n'avait pas fait de doublé. Alors McLaren est allé chercher typiquement cette victoire, j'allais dire au forceps quasiment. En fait, peu importe ce qui se passait ce week-end, j'ai l'impression que McLaren était la meilleure voiture ce week-end. Pendant, alors peut-être pas toutes les séances, etc., mais c'est ceux qui ont réussi à mieux se préparer pendant ce week-end. En fait, ils ont progressé pendant tout le week-end, ils ont pigé tout de suite leur voiture et surtout, ils ont bien évalué leur dégradation de pneus et leur rythme de course. Alors, je vous avais dit à Zandvoort que la McLaren avait du mal sur les circuits avec des virages à moyenne vitesse, qu'à Spa-Francorchamps, ça marchait vachement bien et que logiquement, à Monza, ça devait quand même plutôt bien marcher pour la McLaren. Mais alors, nom d'une pipe en carbone, je pensais pas que ça marchait aussi bien. Là, faut être tout à fait honnête. Alors, si on regarde un peu la course, Ricciardo prend tout de suite la tête et Norris bataille avec Hamilton. Ce qui est super intéressant, en fait, c'est que Ricciardo en perf pur devait être peut-être un chouïa moins rapide que Verstappen et encore que. Mais les deux McLaren, en fait, retenaient les 2 leaders du championnat. Et au final, Ricciardo faisait le jeu d'Hamilton et Norris faisait le jeu de Verstappen. Alors bon, dans ce quatuor de tête, il y en a un qui faisait pas les choses comme les autres. C'est Lewis Hamilton, puisqu'il est parti en pneus durs. Donc la mission, en fait, c'était de rester au contact, de dépasser si possible et de tenter, on va dire, entre guillemets, un overcut ou d'aller un petit peu plus loin, de pousser son premier relais, mettre les médiums pour le deuxième relais et la fin de course, avoir une voiture un petit peu plus légère et donc pouvoir à ce moment-là peut-être un petit peu plus dépasser. Bref, le plan stratégique de Mercedes avait du sens, il était osé, mais fallait le mener à bien. On appelle Daniel Ricciardo à la radio un peu dans la précipitation parce qu'on sent que Red Bull va faire l'undercut. Du coup, Ricciardo rentre, ce qui oblige tactiquement parlant Verstappen à faire un tour de plus. Parfait entre guillemets, puisque ça assure d'une certaine manière la position en piste, on va dire, de Daniel Ricciardo qui prend l'avantage stratégique par rapport à Max Verstappen pour le deuxième relais. À la fin du premier relais, Ricciardo et Verstappen sont absolument en glisse partout, dans tous les virages. Les pneus arrière sont vraiment, mais alors vraiment morts de chez mort, alors que Norris et Hamilton ont été peut-être un petit peu plus sages avec les pneus. Alors arrêt éclair, mais éclair de Daniel Ricciardo. Arrêt beaucoup trop lent pour Max Verstappen, erreur humaine, a priori il y a eu un problème de serrage sur la roue avant droite. Bref, donc Verstappen il était absolument furieux avant de rentrer au stand, oui avant de rentrer au stand parce que ça faisait 3 tours qu'il demandait à s'arrêter parce que les pneus étaient morts. Et là en fait, du fait que Ricciardo soit rentré, il fallait qu'il fasse un tour de plus. En plus, l'arrêt se passe mal, bref, boum, ça le fume. Là, c'est très clairement, ça le fume. Et alors derrière, Hamilton passe Norris qui s'arrête pour finalement couvrir Verstappen, Norris qui va donc couvrir Verstappen et ressortir devant Verstappen, donc Verstappen encore plus furax qui va envoyer balader totalement son ingénieur en disant merci, je sais que c'est Norris devant, merci beaucoup. Hamilton s'arrête, ça prend du temps là aussi et ça ressort derrière les deux McLaren. Alors la stratégie de McLaren, c'est une masterclass parce que du coup ils ont quand même tiré avantage finalement entre guillemets du duel qu'il y avait entre Lewis Hamilton et Max Verstappen un petit peu à distance, tout en les laissant se mettre un petit peu KO tout seul, donc ça c'était nickel chrome. Derrière en fin de course, Sergio Pérez remontait sur les deux McLaren avec la safety car, etc. Mais il manquait un petit peu de vitesse de pointe, les Red Bull manquaient de vitesse de pointe ce week-end, donc il n'a pas réussi à faire une attaque sur Norris qui faisait le tampon, et Bottas lui a tenté une attaque sur Pérez, mais ça n'a pas fonctionné. Pareil, toutes les voitures du groupe de tête finalement étaient plus ou moins équivalentes, on va dire. Il y avait peut-être un avantage pour la Red Bull et la Mercedes, mais pas assez conséquent pour pouvoir tenter un dépassement. Victoire de Daniel Ricciardo depuis Monaco 2018. Norris a été très team player comme on dit en anglais parce qu'il sait que sa première victoire elle va arriver, elle arrivera, il en est persuadé. Et en fait avoir cette confiance que la victoire peut arriver pour Lando Norris,
Ça permet aussi de savourer ce doublé et de fêter le gros boulot abattu depuis tant d'années par l'équipe. McLaren qui avait 11,5 points de retard en sortant de Zandvoort en a 13,5 d'avance sur Ferrari. Ferrari avait fait le break à Zandvoort, énorme réponse de McLaren. J'ai hâte de voir la suite les gars. Deuxième réaction, on va parler d'un autre pilote qui aurait largement mérité aussi la victoire ce week-end. Car lui aussi, il était au-dessus du lot pendant quasiment tout le week-end pour le coup. Forcément, c'est Valtteri Bottas. Oui, Valtteri Bottas, depuis qu'on sait officiellement et qu'il sait qu'il va partir de chez Mercedes à la fin de l'année, eh bien, on a l'impression qu'il peut enfin se libérer et piloter à son meilleur niveau. Pole position en qualif le vendredi. Vainqueur de la course sprint le samedi, part des stands le dimanche parce qu'on lui a mis un nouveau moteur, remonte à la P4 avant que Pérez se prenne une pénalité et du coup monte sur le podium. Ouais, clairement, je pense qu'on a connu un Valtteri Bottas qui était un peu moins ambitieux, on va dire, en termes de course et de week-end. Donc ouais, très bon week-end de la part de Valtteri Bottas, faut le souligner. Alors il n'a pas pris de risque sur ses dépassements, de toute façon c'est monsieur zéro risque, mais on sentait qu'il forçait moins, qu'il pouvait s'amuser avec la voiture, qu'il en avait sous le pied tout simplement. Donc quasiment tout au DRS, petite passe d'armes avec un Charles Leclerc un petit peu fourbe qui lui reprend l'aspi. Ou alors quand il tente sur Pérez, il freine trop tard mais prend quand même la chicane de la Roggia et se fait repasser en sortie. Donc malheureusement ça passe pas sur Sergio Pérez. Alors c'est lui qui permet à Mercedes d'accroître son avance sur Red Bull au championnat du monde des constructeurs et pourtant c'était pas parti pour du côté de Mercedes ou même de Bottas. Fallait compter un petit peu sur un Sergio Pérez un petit peu sanguin on va dire et qui en a fait peut-être un petit peu trop. Pérez justement plutôt bon pendant le week-end dans l'ensemble malgré le fait qu'on lui ait demandé 6 fois de donner l'aspiration en qualif à Verstappen. Du coup, personne lui donnait l'aspiration à lui. Voilà, la sauce dès le vendredi en qualif. Pas un bon départ en course sprint le samedi, toujours P9 à l'arrivée, donc un petit peu compliqué. La Red Bull, je vous l'ai dit, avait un petit déficit en termes de vitesse de pointe, même avec le DRS ouvert. Mais elle était peut-être un petit peu mieux dans les virages, on va dire. Alors par contre, j'ai pas compris pourquoi Pérez n'avait pas rendu la position à Charles Leclerc pendant le Grand Prix sur son attaque, alors qu'il aurait pu, je pense, peut-être un petit peu plus inciter et prendre justement le virage, quitte à se refaire dépasser. Bon alors du coup, c'est dommage parce que les 5 secondes de pénalité de Pérez se transforment en 5 points de retard au championnat pour Red Bull face à Mercedes. C'est compliqué, c'est dommage parce que Pérez était devant Bottas et c'était Red Bull qui allait chercher justement quelques points supplémentaires pour rattraper Mercedes. Honnêtement, j'ai l'impression un petit peu que Pérez en ce moment, on le met dans la sauce en qualif, donc du coup il part loin, donc il faut qu'il aille au charbon le dimanche, il faut qu'il aille dépasser, etc. Il fait des bonnes attaques dans l'ensemble, mais depuis quelques Grands Prix, j'ai l'impression qu'il y a certaines attaques qui sont vraiment un petit peu trop brouillon, où il doit en faire peut-être un petit peu trop, et du coup ça se transforme en 5 secondes de pénalité qui font 5 points de retard sur Mercedes, donc c'est un petit peu dommage. Ça va être capital pour la suite de la saison. On sort d'un triple header, va falloir se reposer pour la suite parce que là Mercedes est devant avec 18 points, donc pour rattraper ce retard, ça commence à devenir un petit peu compliqué, on va le dire. Faudra surveiller ça de très près. Peut-être que c'est Pérez qui fera perdre le titre constructeur à Red Bull et Mercedes gagnera peut-être grâce à Bottas. On ne sait pas, on verra. Troisième réaction, mesdames et messieurs, on va parler de la qualification sprint, la deuxième course sprint de l'histoire de la Formule 1. Je suis toujours très mitigé sur ce format, j'ai de plus en plus de mal, j'ai l'impression. En fait, j'ai l'impression que l'approche des équipes et des pilotes est obligatoirement de limiter la casse sur cette course sprint. Faut pas perdre de position, mais faut pas non plus tenter le diable pour essayer d'en gagner. Ça vaut absolument pas le coup, puisque si vous abandonnez ou que vous vous retrouvez dernier, et votre Grand Prix est totalement foutu le lendemain. Il n'y a aucune récompense à cette course, sauf pour les 3 premiers, ce qui est une aberration absolument totale. Gasly fait une magnifique P6 en qualification, petite erreur, énorme conséquence, puisqu'il se plante par des stands en ayant changé de moteur pour abandonner justement sur un problème moteur a priori. AlphaTauri là-dessus c'est un 0 pointé ce week-end, alors que vendredi soir, à la sortie de la qualif,
il y avait de belles perspectives pour jouer des gros points et revenir sur Alpine, notamment au championnat. Alors à part Giovinazzi qui lui pour le coup n'avait absolument rien à perdre parce que son baquet est en danger, il n'est pas sûr d'être en F1 l'année prochaine et il doit marquer des points, bah forcément il allait prendre un petit peu plus de risques pour essayer de mieux se positionner pour le Grand Prix. Le reste s'est contenté en fait de vraiment limiter la casse. Alors oui, Lewis Hamilton a complètement loupé son départ de cette course sprint, mais en fait si c'est juste pour jouer à la roulette sur les départs et avoir 2 départs dans un seul même week-end de Grand Prix, moi je préfère aller au casino pour ça quoi. En termes de dépassement, je pense qu'on a tous été déçus parce que j'avoue que je m'attendais à ce qu'il y en ait plus, surtout sur le circuit de Monza, le dirty air hein, du sillage des voitures et l'énorme sous-virage qui en résultait surtout en sortie de la parabolique. Et le DRS qui était vraiment peu influent, bah ça faisait que c'était difficile de dépasser. Alors dans l'ensemble, je suis pas contre le concept d'avoir justement une course, je trouve ça plutôt intéressant sur le papier, mais vu comment c'est aujourd'hui, je suis désolé de vous dire ça, mais je trouve que ça pue la merde, mais littéralement quoi, c'est incroyable. Faudra attendre de voir je pense avec les nouvelles voitures de 2022, normalement ça devrait plus se suivre, donc on devrait avoir peut-être un petit peu plus d'attaque, on va dire. Mais en fait, tant qu'il n'y a pas de récompense, à part pour les 3 premiers sur cette course, il n'y a aucune raison de tenter le diable et de tenter des attaques et des dépassements. Enfin, je veux dire, tu vas rien gagner là-dessus, donc bah non quoi, genre c'est pas la peine. Si tu tentes quelque chose, tu te retrouves derrière, ton Grand Prix il est foutu, donc on est plus dans une approche de limiter la casse et donc du coup bah, j'ai l'impression que ça sert un petit peu à rien cette course sprint. Donc bon, faut voir si on peut pas améliorer le format et trouver quelque chose. Quatrième réaction, on va continuer dans le brisage de cœur de Zandvoort. On va parler de Antonio Giovinazzi qui était chez lui à domicile pour son Grand Prix national. Q3, bon départ en sprint puisqu'il n'avait rien à perdre, excellent départ le dimanche pour aller titiller les Ferrari. Leclerc, comme Verstappen et Hamilton d'ailleurs, freine au panneau trop tard à la 2e chicane et loupe la corde à l'intérieur. Il revient sur la piste, veut se recaler dans la speed de Charles Leclerc. Pas de bol, Sainz est là. Allez, hop, bisous, l'aileron. Il a eu de la chance que ce soit que l'aileron. Bon alors oui, clairement, c'est plutôt sa faute. J'ai trouvé un petit peu dur la FIA de sanctionner Antonio Giovinazzi parce qu'il s'était lui-même puni au final. Mais bon, c'est vrai, au moins on a une constance dans les décisions que là, l'autre, il revient un petit peu comme un fou furieux, il regarde pas ce qu'il y a derrière et du coup, il y a contact. Donc, je comprends et on a une constance dans les décisions de la FIA, c'est à noter et ça, c'est bien. Derrière, compliqué de remonter, c'est vraiment dommage, surtout que les Williams non seulement roulaient vite, mais en plus ont encore une fois marqué des points avec Russell. Bref, ça s'arrête plus chez Williams, donc tant mieux. D'ailleurs, on a continué à tester la caméra à l'intérieur du casque. Cette fois-ci, c'était chez George Russell. En fait, c'est en partenariat avec Bell qui font ça, que la F1 teste ça. C'est toujours en phase de test, hein, clairement, pour voir ce qui est possible ou non de faire. J'avoue que l'angle était un petit peu moins top que celui d'Alonso à Spa-Francorchamps. Et je trouve que ça bougeait aussi beaucoup pour que ce soit visionnable, on va dire, à la télé. Si on pouvait ajouter un peu de stabilité, on va dire, en post-production, comme on dit, ça serait pas de trop, pour être tout à fait honnête. Alors en fait, il faut savoir que toutes les voitures envoient un flux de toutes les caméras qui sont sur la voiture, il doit y en avoir 4 ou 5 je crois. Et en fait, il y a une bande passante qui est limitée, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Et donc en fait, si on a cette caméra dans le casque, pour l'instant, aujourd'hui, on perd, entre guillemets, le flux d'une autre caméra. Donc il y a une caméra que vous ne pouvez pas utiliser quand vous avez la caméra dans le casque. Forcément, ça va évoluer. Je pense que dans les prochains Grands Prix, on aura encore une fois cette caméra dans un autre casque. On verra comment ça se passe pour la suite. Mais en tout cas, c'est plutôt cool et ça fait du bien de voir vraiment de l'immersion comme ça, d'être avec le pilote dans la voiture. Ça, c'est vraiment top. Cinquième réaction, mesdames et messieurs, oui, on va en parler, oui, vous êtes au bon endroit, et non, je ne sais pas à quel acte on est entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de la saison, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter, et ça, c'est pour notre plus grand bonheur, ça fait plaisir. Alors moi, je vais être honnête, je suis content. Je suis content parce que, eh bien, les deux se sont mis au tapis. Donc comme ça, il n'y en a pas un qui est reparti, veut faire un jaloux, etc. Les deux sont arrivés dans un bac à gravier, ils sont repartis à pied, tranquillement. Donc ça, c'est top. Bref, allez, on va analyser un petit peu ce qui s'est passé. Tour 23, Verstappen passe au stand, mettre des hards et perd du temps. Il ressort derrière Norris. Tour 25, c'est au tour de Lewis Hamilton de s'arrêter. Lui aussi perd du temps au stand et met des médiums pour terminer la course. Le destin fait qu'il ressort côte à côte avec Hamilton à la chicane du Rétifilo. Verstappen arrive pleine balle, DRS ouvert.
pneus chauds et probablement un peu sur les nerfs quand même. Hamilton arrive avec des pneus encore un petit peu froids, faut le noter. Hamilton, une fois la piste reprise, une fois qu'il a passé cette ligne blanche, se décale sur la gauche pour ouvrir sa trajectoire et pouvoir prendre le premier virage et en profite pour tasser un peu Verstappen sur l'extérieur qui lui va prendre la bordure verte. C'est fait dans les règles de l'art, il a laissé la place à Verstappen, même si c'est pas beaucoup, mais c'est exactement ce qu'il fallait faire. Grosso modo, à ce moment-là, Lewis Hamilton, il dit « Coco », il pense même pas s'il te plaît, c'est pas le moment. Verstappen, conscient qu'il arrive avec plus de vitesse et des pneus chauds, donc plus d'adhérence, se dit bon bah go, faut que je tente une attaque maintenant, même si elle échoue, parce que dans 5 virages, si je ne l'ai pas passé, je le revois absolument plus de la course, ce qui est vrai parce que la Mercedes allait forcément être peut-être un petit peu plus rapide avec les médiums. Par l'extérieur, Verstappen enroule Hamilton, reste tout de même derrière, mais a placé sa voiture, on va dire, suffisamment haut pour qu'Hamilton ne puisse pas l'ignorer. Hamilton regarde même son rétro pour lui laisser une marge. Alors elle est très petite cette marge, mais une marge quand même. Verstappen se retrouve sur une trajectoire où prendre le virage 2 à gauche paraît très difficile tant il se retrouve à l'intérieur pour le prendre. Et alors vu la longueur des bagnoles et l'angle de braquage que tu peux mettre qui est absolument ridicule, c'est comme si tu garais un camion dans ton salon. Donc c'était très compliqué. Hamilton voit que Verstappen insiste et commence à tirer tout droit pour justement lui laisser de la place et éviter le contact. Verstappen trop à l'intérieur du fait qu'Hamilton lui ait laissé très peu de place, chope la saucisse orange qui fait décoller son train avant et fait tirer tout droit sa voiture. Donc en fait Verstappen, Hamilton ou pas Hamilton, dans cette position-là, le fait que la voiture décolle, le train avant décolle sur la saucisse, il allait dans le bac à gravier, même en tournant le volant, etc. Je pense que quoi qu'il arrive, il mettait une ou deux roues dans le gravier minimum, donc le virage c'était compliqué pour le passer. Dans le même temps, roue arrière contre roue arrière, ce qui veut dire que a priori Hamilton n'a pas laissé suffisamment de place. Engrenage, et c'est ça qui fait décoller Verstappen qui devient passager et monte sur la voiture de Lewis Hamilton. À partir de là, c'est terminé. Alors peut-être aussi un petit peu dans la précipitation de l'instant de ressortir côte à côte avec Verstappen, Hamilton a loupé son point de corde au premier virage, premièrement, et deuxièmement, il a sous-viré, ce qui, on va être honnête, l'avantage un petit peu puisque ça a fait fermer la porte à l'extérieur pour Max Verstappen. C'est là aussi où on voit un petit peu que c'est un énorme champion dans le sens où il est coutumier du fait de sous-virer quand il a un rival à côté de lui. Il l'a fait beaucoup de fois contre Nico Rosberg. Rosberg l'a fait aussi contre Lewis Hamilton, mais c'est la marque des champions d'avoir cette petite ambiguïté de sous-virer juste ce qu'il faut, d'être à la limite de la limite et en même temps de ne pas laisser le choix à son rival. Bref, c'est comme ça qu'on voit que Hamilton, c'est Hamilton, quoi. Verstappen est probablement optimiste sur son attaque et pour une fois, au lieu de couper le virage, comme dans 80% des cas pour les pilotes, on a enfin un pilote qui veut rester sur la piste et conclure la manœuvre. Vous vous rendez compte? Oui, parce qu'on parle des limites de la piste depuis le début de la saison, que justement la ligne blanche, certains disent que c'est comme des murs à Monaco. Alors très bien, moi j'ai pas de problème avec ça, mais on peut pas l'avoir dans les deux sens. On peut pas dire y en a marre d'avoir ces circuits asphaltés où on a le droit à l'erreur, où les pilotes surconduisent et donc du coup savent que derrière c'est pas très grave si jamais ils tirent tout droit dans une chicane, etc. Et en même temps, avoir un pilote qu'on va pénaliser parce qu'il veut aller au combat, il veut faire sa manœuvre tout en restant sur la piste alors qu'on est en train de lui fermer la porte et de le mettre dehors. Et c'est là où moi je comprends pas ça. Alors Hamilton aurait pu élargir et croiser Max Verstappen qui serait parti dans le bac et le laisser là et il avait de meilleurs pneus pour la suite, Lewis Hamilton. Donc quoi qu'il arrive, il aurait pu le redépasser. Max était en revanche obligé de tenter, sinon c'était fini comme je vous l'ai dit. Hamilton ferme la porte, Verstappen insiste. Bon écoute, allez dans le bac à sable résoudre vos problèmes de couple si vous pouvez pas vous mettre d'accord sur une piste et rentrer chez vous. En fait, j'ai l'impression qu'on n'est plus capable de se dire que deux couillons dans un bac à sable, c'est suffisamment punitif et c'est très bien comme issue. Et ça me dérange. Alors du coup, 3 places de pénalité pour Verstappen, ça reste un incident de course où on donne un petit peu plus la faute sur Max Verstappen. Ça reste logique vu l'incident à Silverstone, on juge les faits et pas les conséquences. Moi, ce qui me fait un petit peu chier, c'est qu'à chaque fois, ça relève de l'incident de course qui, je trouve, n'a pas besoin vraiment d'un verdict, mais simplement d'une explication entre 4 yeux bien à l'ancienne. Pour terminer, on va parler du halo qui a probablement sauvé la vie de Lewis Hamilton, mais maintenant cet incident pour moi soulève une grosse question. Est-ce que le halo ne redescend pas trop sur les côtés justement, derrière, à côté du casque du pilote? Parce que en fait, Lewis Hamilton a pris un coup dans les cervicales. En IndyCar par exemple, le halo est bien plus haut au niveau de l'arceau de sécurité et le pare-brise
évite des projections de cailloux dans les mains, le casque, etc. Hein, comme on a vu qu'il y avait quand même pas mal de cailloux à la sortie de la deuxième chicane. Je dis ça parce que les pilotes comme Leclerc, qui ont une position beaucoup plus haute dans l'habitacle, auraient probablement plus souffert sur un crash similaire. Je pense qu'il y a probablement une zone d'amélioration à faire de ce côté-là. Autre question que je soulève, est-ce que le fond plat n'est pas trop flexible ou trop fragile? De mon point de vue, la voiture en fait de Verstappen s'est littéralement plantée dans la cheminée d'Hamilton au lieu de glisser dessus et de continuer sa course. Ce qui fait que le pneu arrière a roulé sur la tête de Lewis Hamilton. Là aussi, je pense qu'il faudrait peut-être faire quelque chose parce que si la voiture avait glissé, je pense pas que le pneu aurait touché la tête de Lewis Hamilton. Là, du coup, la voiture s'est affaissée sur la cheminée, ce qui fait que la roue est rentrée en contact avec le casque. Je vous laisse pas sans un petit bonus, on va juste dire bravo à Théo Pourchère qui a gagné sa deuxième course de FIA F2 ce week-end en course 1 le samedi matin, effectivement, bravo à lui. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le bonus parce que ça passe vite. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Russie, on sera chez Nikita Mazepin, ça sera peut-être la siège, je sais pas, mais en tout cas d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.